Il lui avait offert 3 vœux, comme un jeu anodin. Mais son premier vœu ne fut ni une maison, ni 1 million d'euros. Ce fut une accusation, une blessure morale qui allait fissurer son monde creux. Il était un homme qui possédait des horizons, un magnate dont le temps se mesurait en millions, et il était profondément vide. Elle, c'était la fille de sa femme de ménage, une fillette de 10 ans, assise dans sa cuisine, observatrice silencieuse, qui voyait que son sourire public n'atteignait jamais ses yeux gris et froids. Dans un élan d'arrogance, le milliardaire proposa à la fille de sa domestique 3 vœux. Il s'attendait à des demandes d'enfants, des jouets, un voyage peut-être, un poney. Mais cette fillette venait tout juste d'entendre l'homme refuser à sa mère une simple avance de quelques centaines d'euros pour soigner une dent douloureuse quelques minutes à peine après avoir annoncé un don public de 5 millions. Elle ne demanderait pas un poney. Elle demanderait quelque chose d'absurde, un vœu impossible qui allait piéger le milliardaire et l'obliger à voir ce qu'il était devenu et ce qu'il allait affronter. Il croyait que l'argent pouvait tout acheter, jusqu'au jour où il rencontra la fillette qui ne voulait rien. Jacques Andrier se tenait dans son bureau, fixant son propre reflet dans la baie vitrée qui dominait Paris. Dehors, son vaste hôtel particulier de Neuilly était plongé dans le silence. La fontaine du jardin s'était tue. Il était un homme qui possédait des immeubles et des avenirs. Un homme dont le temps se comptait en millions, et il était d'une vacuité absolue. 3 étages plus bas dans la grande cuisine d'acier. Émilie Caron, 10 ans, terminait ses devoirs de mathématiques. Elle était assise à la table du personnel, les cheveux blonds tirés en une queue de cheval soignée. Elle attendait sa mère Marie, la gouvernante principale. Émilie était une enfant calme, mais observatrice. Elle voyait tout la façon dont les assistants de M. Andrier se raidissaient quand il entrait dans une pièce et comment son sourire public n'atteignait jamais ses yeux froids. Ce soir-là, cette voix publique résonnait encore. M. Andrier se trouvait dans la salle à manger, attenante, la voix forte et assurée au téléphone haut-parleur. 5 millions, oui, répondit Jacques en marchant. Pour l'hôpital Saint-Michel, l'aile d'oncologie pédiatrique. Assurez-vous que le communiqué de presse souligne bien l'engagement durable. La séance photo est prévue pour vendredi. Émilie baissa les yeux sur son cahier. Elle pensa à un autre appel. La semaine précédente, dans cette même cuisine, sa mère avait chuchoté le visage tendu d'inquiétude. Elle avait demandé à l'assistante personnelle de M. Andrier une petite avance, quelques centaines d'euros seulement. Émilie avait besoin d'un soin dentaire coûteux et la sécurité sociale ne couvrait pas tout. La demande avait été refusée. M. Andrier ne s'occupe pas directement de la paie du personnel, avait répondu l'assistante d'une voix glaciale. Et maintenant, Émilie écoutait l'homme, qui avait refusé quelques centaines d'euros à sa mère, se vanter d'avoir donné 5 millions. C'est une question d'héritage. Tom poursuivit Jacques. Il s'agit de faire la différence. Ces enfants méritent une chance. Il termina l'appel et entra dans la cuisine. Il s'arrêta en voyant Émilie. Il la remarquait rarement d'ordinaire. Elle disparaissait dès qu'il apparaissait. « Tu es encore là », dit-il sèchement. « Oui, monsieur, j'attends ma maman. » Jacques la regarda vraiment cette fois. Petite sérieuse, le regard attentif. Il venait de conclure un marché colossal et se sentait dans cette humeur d'arrogance triomphante qui accompagne la toute-puissance. Il eut une impulsion la même qui l'avait poussé à faire don des 5 millions. Il se sentait roi. « Tu es la fille de Marie, n'est-ce pas, Émilie Caron ?»« Oui, monsieur. »« Eh bien, Émilie Caron, » dit-il en sortant une bouteille de badois du réfrigérateur industriel. « Je suis d'excellente humeur. Je viens de donner une fortune à des enfants malades. Je me sens généreux. » Il s'adossa au plan de travail d'acier. « Alors, je vais faire quelque chose pour toi. Je t'accorde 3 vœux. Tout ce que tu veux. » « Allez, demande. » Émilie le regarda sans bouger. «
Quoi? Insista-t-il amusé. Un poney, un nouvel ordinateur, un voyage à Disneyland. J'ai un resort là-bas, je pourrais t'y envoyer en jet privé. Vas-y, dis-moi ton rêve. De la réserve. Marie apparut s'essuyant les mains dans son tablier, le visage pâle de panique. Monsieur Andrier, s'il vous plaît, ne la taquinez pas. C'est une enfant. Émilie va dans la salle du personnel. Allons. Marie fit Jacques en balayant l'air de la main. Laisse-la rêver. C'est bien le moins que je puisse faire. Allez, petite Trois-Vœux. Émilie ne pensa ni aux jouets ni au voyage. Elle pensa à deux voix, celle forte et fière de l'appel téléphonique et celle froide et silencieuse du refus opposé à sa mère. Elle pensa à sa dent, qui lui faisait encore mal. « Pourquoi avez-vous donné cet argent, monsieur Andrier ?» demanda-t-elle. Le sourire de Jacques vacilla. Ce n'était pas la question qu'il attendait. « Comment je te l'ai dit pour aider les enfants malades ?» « Mais vous n'aviez pas l'air heureux, » dit Émilie, d'une voix douce mais claire. « On aurait dit que vous achetiez quelque chose, comme quand maman commande le produit pour polir l'argenterie. » L'air de la pièce se figea. Marie étouffa un petit cri de terreur. « Émilie, excuse-toi tout de suite. »« Non, » dit Jacques, d'une voix soudain grave. « Laissez-la parler. » Il sentit un étrange frisson glacé. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Émilie se leva ses baskets usées, effleurant à peine le carrelage. « Ma mère travaille pour vous tous les jours. Le soir, ses mains lui font mal. Elle avait besoin d'aide pour ma dent. Votre assistante a dit non. Vous donnez des millions à des enfants que vous ne connaissez pas, mais vous n'avez pas aidé celle qui vit sous votre toit. » Le silence fut immense lourd. C'était le bruit d'une vérité qu'aucun mur de ce manoir n'avait jamais laissé entrer. Marie tremblait. « Monsieur, je vous en supplie, je suis désolée, elle ne sait pas ce qu'elle dit. »« Oh, si elle sait très bien dit. » Jacques doucement. Ses yeux restèrent fixés sur la fillette. Une rage froide, presque drôle, de pureté monta en lui. Être sermonné sur la charité par la fille de sa femme de ménage. Tu es soit très courageuse, soit très très imprudente, petite. Mon arrière-grand-père disait que la vérité ne devrait jamais faire peur, répondit Émilie, le menton relevé. Il disait, c'est juste la vérité. Une curiosité traversa la colère de Jacques. Et qui était ton arrière-grand-père? Le sergent Michel Caron, monsieur. Il était parachutiste. Il a débarqué à la pointe du Hoc en Normandie. Jacques se figea. Ce nom, il le connaissait. Tout Paris le connaissait. Michel Caron était une légende, une statue de lui se dressait place du Trocadéro. Il avait à lui seul pris un bunker allemand et sauvé tout son peloton. L'an dernier, Jacques Andrier avait même fait don d'une somme considérable pour faire nettoyer et polir la statue de ce héros. L'ironie était amère. Cette fillette, cette petite blonde silencieuse, descendait d'un homme d'un courage réel, incontestable. Ses paroles pesaient davantage, et lui, il se sentit rapetissé. Son arrogance l'avait piégé. Il avait fait une promesse, et un homme de parole, un homme de légende, ne pouvait reculer. Pas devant l'arrière-petite-fille du sergent Michel Caron. Très bien dit Jacques, d'une voix tendue. Tu as tes 3 vœux. Formule le premier, mais comprends bien ceci, une fois prononcé, je le respecterai. Il se prépara intérieurement. Il s'attendait à ce qu'elle demande l'argent pour sa dent, ou bien 1 million d'euros, ou une maison pour sa mère. La réponse prévisible, égoïste du cœur humain. Mon premier vœu, dit Émilie d'une voix ferme, c'est pour vous. Jacques cligna des yeux. Pour moi? Oui, je voudrais que vous passiez une journée entière à aider quelqu'un. Pour de vrai. Pas en écrivant un chèque. Elle prit une inspiration et ajouta la condition impossible. Sans caméra, sans assistant et sans que personne ne sache qui vous êtes. Marie Caron porta la main à sa bouche,
le regard rempli d'effroi. Jacques Andrier resta figé. Cette demande était absurde, une insolence enveloppée dans un vœu d'enfant. Une journée à aider, sans nom. Lui qui dirigeait un empire mondial, n'aidait jamais, il payait des gens pour aider. Il déléguait, il rachetait. « Sais-tu seulement ce que tu demandes ?» murmura-t-il, la colère montant. « Tu oses me jeter ma propre générosité à la figure. »« Non, monsieur, » répondit Émilie simplement. « Je veux juste que vous voyiez ce que ça fait d'aider pour de vrai. Je crois que cela pourrait vous plaire. » « Vous n'avez pas l'air très heureux, monsieur Andrier. »« Jamais, en fait. » Cette phrase le frappa plus fort que n'importe quelle accusation. C'était la vérité qu'il s'interdisait de reconnaître. Il n'était pas heureux, il était seulement riche. Il eut envie de crier de congédier Marie et sa fille sur le champ. Mais il ne le fit pas. Il était prisonnier de sa propre fanfaronnade et du regard calme et impitoyable d'une enfant de 10 ans. « Tu es une étrange petite fille, Émilie Caron, » dit-il. Il se sentit comme un roi mis échec et mat par un pion. « Très bien, » ajouta-t-il, les mots lui brûlant la langue. « Tu auras ton vœu. Un jour. Et tu viendras avec moi. Tu seras le témoin. Tu vérifieras que j'accomplis cette absurdité. » Émilie hocha la tête, impassible. « D'accord. » Quand demain, gronda Jacques, 6 heures du matin, à la porte d'entrée, ne sois pas en retard. Il quitta la cuisine d'un pas lourd. Le bruit sec de ses chaussures de cuir sur le marbre monta jusqu'à la rampe du grand escalier. Marie s'effondra sur une chaise. « Émilie, mon Dieu, qu'as-tu fait? J'ai juste fait un vœu. » Maman, répondit la fillette en se replongeant dans ses devoirs. Il a dit que je pouvais. Plus tard dans la nuit, Jacques se tenait dans son immense dressing, grand comme un appartement. Des costumes noirs, gris-bleu, suspendus par dizaines impeccables. Il appela sa chef de cabinet Sophie. « Sophie, dit-il d'un ton sec, annule mon agenda de demain. » Tout. Un silence stupéfait. « Monsieur, mais vous avez la réunion trimestrielle du conseil à 15 heures et la visioconférence avec la bourse de Tokyo à 8 heures. Annulez tout, répéta-t-il. Je serai injoignable. Puis-je demander pourquoi? Est-ce une urgence? C'est personnel, trancha-t-il. Et faites amener le Range Rover noir devant l'entrée à 5h50. Sans chauffeur, je conduirai moi-même. Le silence se prolongea. Vous conduirez, monsieur. Êtes-vous incapable de suivre une instruction simple? Sophie. Non, monsieur. Bien sûr que non. Ce sera fait. Il raccrocha. Son regard glissa sur les rangées de costumes, sans que personne ne sache qui vous êtes. Il ne pouvait pas porter un costume à 10 000 €. Il se dirigea vers une partie du dressing qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. Tout au fond, il trouva un jean sombre et un polo noir, unis achetés pour un pique-nique d'entreprise qu'il avait évidemment manqué. Il les étendit sur le lit. Ils lui semblèrent étrangers dérisoires. L'homme le plus puissant de France, otage d'un vœu d'enfant. C'était absurde. Et sous cette absurdité, un petit frisson glacé, apparut la peur. Non pas de l'échec, mais de l'inconnu. À 5h50, le grand vestibule était froid et obscur. Émilie se tenait devant la porte monumentale, un petit sac sur le dos. Derrière elle, Marie se tordait les mains. « Émilie, je t'en prie, » murmura-t-elle, « sois polie, ne dis rien de plus. Survis à cette journée. » « Oui, maman. » À 6 heures précises, Jacques Andrier descendit le grand escalier. Il portait le jean et le polo. Il avait l'air terriblement mal à l'aise. Les vêtements lui allaient, mais ne lui appartenaient pas. On aurait dit un roi, contraint d'endosser le costume d'un paysan. Ponctuel, constata-t-il d'un ton bourru. Il ne regarda pas Marie. « Allons-y. » Émilie embrassa sa mère sur la joue et le suivit dehors. L'air du matin était froid et humide. Le Range Rover brillait dans l'allée. Jacques prit le volant. Il tâtonna avec la clé, la glissa dans le tableau de bord.
Le moteur rugit. Émilie monta côté passager et boucla sa ceinture. Le véhicule franchit l'allée privée, passa les grilles silencieuses et s'engagea sur la route publique. Il se sentit étrangement vulnérable. Il conduisait, lui qui ne conduisait jamais. Alors, dit-il d'une voix tendue, « C'est toi la directrice de cette comédie. Où allons-nous? » « Ce n'est pas une comédie, » répondit doucement Émilie. « Rappelez-vous pas de caméra. » Il serra le volant, les jointures blanchies. « Très bien. Où ça, je connais un endroit, dit-elle. Maman et moi, on y fait du bénévolat parfois, quand elle a un jour de congé. » Jacques eut un rire sec. « Du bénévolat. Vous n'avez rien et vous donnez encore votre temps. On n'a pas besoin d'argent pour aider Monsieur Andrier, dit Émilie. Il suffit d'avoir du temps et ses mains. » Jacques se tut. Il conduisit. Émilie lui indiqua la route. Ils quittèrent son monde de hauts murs et de pelouses parfaites. Ils franchirent un pont, au-dessus d'une Seine grise et lente. Les immeubles devinrent plus modestes, les rues plus larges, plus usées. « Tournez ici, dit Émilie. » Il tourna dans une petite rue bordée de grillages. Il s'arrêta devant un bâtiment bas en briques brunes. L'enseigne au-dessus de la porte était délavée. La peinture écaillée « Soupe populaire Saint-Vincent de Paul ». Jacques fixa le panneau sans rien dire. Il ne bougea pas. « Une soupe populaire », dit-il d'une voix plate. « Tu m'as amené dans une soupe populaire? »« Vous avez dit que vous vouliez aider les gens, » répondit Émilie en détachant sa ceinture. « Les gens ont faim là-dedans. Je pourrais leur faire un chèque, » marmonna Jacques en fixant la peinture écaillée. « Je pourrais les financer pour 10 ans. » « Ce n'est pas aider, dit Émilie en ouvrant la portière. « C'est acheter. Allons-y. » Elle sauta du véhicule et marcha vers l'entrée. Jacques resta seul dans sa voiture de 200 000 €. Il regarda les fenêtres protégées de barreaux. Il regarda l'homme qui dormait sur un banc de bus de l'autre côté de la rue. Il était l'homme le plus puissant de France, et il était terrifié. Il sortit de la voiture. Il la verrouilla, appuya 2 fois sur le bouton. Émilie l'attendait devant la porte métallique. « Le service du petit déjeuner commence à 7 heures, dit-elle. Ils ont besoin d'aide en cuisine. Il manque toujours du monde pour la préparation. » Jacques inspira profondément. L'air sentait la pluie ancienne et les gaz d'échappement. Il suivit la fillette à l'intérieur. L'odeur le frappa aussitôt eau de javel, vieux café et pommes de terre bouillies. Une femme aux yeux fatigués, aux cheveux grisonnants, le tablier taché, leva la tête. Émilie s'exclama-t-elle, son visage s'illuminant d'un sourire sincère. « Quelle surprise, ma chérie! Je ne savais pas que tu venais. »« Bonjour, Brigitte, » dit Émilie. « Voici Jacques. Il est venu aider. C'était un ami de mon arrière-grand-père. » Jacques tressaillit à ce mensonge. Mais Brigitte hocha simplement la tête, le jaugeant du regard. Elle vit un grand homme en jean neuf, l'air perdu. « Jacques Saint, » fit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier avant de la lui tendre. « Eh bien, Jacques, on est content de t'avoir. On manque de bras aujourd'hui. Marcel est malade. » Elle désigna une pile de sacs de jute dans un coin. « Tu as l'air solide. Tu peux t'occuper des pommes de terre. » Jacques regarda sa main calleuse, puis la serra à contre-cœur. Sa poigne était d'acier. « Des pommes de terre ?» répéta-t-il. « Oui, il faut toutes les éplucher pour le ragoût. » Elle montra un grand évier en métal. « Émilie, tu sais où sont les tabliers. Installe-le. » La fillette le mena jusqu'à un placard. Il enfila un tablier bleu passé et s'embrouilla avec les cordons. Sans un mot, Émilie se hissa sur la pointe des pieds pour le lui nouer dans le dos. Ce fut l'humiliation finale. On le plaça au poste de préparation. Devant lui, 3 énormes sacs de pommes de terre. À côté, un petit éplucheur de cantine. Il prit l'outil, puis une pomme de terre. Il n'en avait jamais épluché de sa vie. Il gratta. Un mince éclat de peau tomba ridicule. Il appuya plus fort.
L'éplucheur glissa et lui entailla le pouce. « Merde » souffla-t-il en lâchant la pomme de terre. Une goutte rouge apparut aussitôt. Un homme âgé en fauteuil roulant, portant une casquette d'ancien combattant, s'approcha. « C'est un épluche-légumes fiston, pas une épée. Regarde ton angle. » Il lui lança un pansement tiré d'une trousse de premier secours. « Moi, c'est Marcel. Je vais couper ce que tu épluches. Essaie de suivre la cadence. » Jacques enroula le pansement autour de son pouce. Son visage brûlait de honte. Lui, l'homme des fusions, et rachats hostiles, battu par un tubercule. Il reprit la pomme de terre plus lentement. Gratte, tourne, gratte. C'était insupportable. Après 5 minutes, il n'avait qu'une patate malmenée. Marcel la regarda. « À ce rythme, dit-il, on servira le petit-déj demain. »« Je débute, grogna Jacques. « Sans blague, répondit Marcel. T'as les mains trop douces. » Jacques l'ignora. Il se concentra. Gratte, tourne, gratte. 1 heure passa. Son dos le brûlait. Son pouce pulsait. Il avait une petite pile, mais le sac paraissait intact. Il transpirait. Pendant ce temps, Émilie virevoltait. Elle servait le café, portait les plateaux, parlait aux hommes et femmes attablés, souriait. Et le nouveau lança Brigitte. « La montagne de patates attendra. Le service commence. On a besoin de toi au comptoir. » Un soulagement. « Que dois-je faire? »« Tu es sur le ragoût, » dit-elle en désignant une grande marmite fumante de pommes de terre et d'œufs. « Une louche, une seule par personne. »« Pas 2. Il faut que ça tienne. »« Compris. »« Compris, » répondit Jacques en saisissant la grande louche métallique. La file s'ouvrit. Les hommes et les femmes qu'il avait vus dehors s'avancèrent un plateau en plastique à la main. Le premier, un homme d'à peu près son âge, mais le visage marqué par la rue, tendit son assiette. Jacques y déposa une louche de ragoût. L'homme la fixa. « C'est tout, c'est ma portion. »« Une louche, » dit Jacques d'un ton froid. « C'est la règle. »« Facile à dire, mon gars, » répliqua l'homme. « Toi, t'as pas faim, » suivant dit Jacques, sans lever les yeux. Un à un, ils défilèrent. Ils servaient évitaient leurs regards. Ils sentaient leur honte, leur colère. Une jeune femme arriva un bébé attaché contre elle. Elle semblait épuisée. « Je pourrais en avoir un peu plus, » murmura-t-elle en jetant un coup d'œil au bébé. « Il ne mange pas solide, mais quand moi je mange lui aussi. » Jacques la regarda. Il pensa à ses 5 millions. Une abstraction. Il regarda la femme, sa faim réelle. Il jeta un œil à Brigitte, occupée plus loin. Il replongea la louche et lui servit une seconde portion, plus petite. « Merci » souffla-t-elle, les yeux pleins de larmes. « Que Dieu vous bénisse. » Elle s'éloigna. Jacques sentit dans sa poitrine une tension étrange, pas du pouvoir autre chose. Quelque chose de chaud, de lourd. Soudain, un tumulte éclata près de la porte. Un grand homme furieux criait sur Brigitte. « Comment ça, y a plus de café ?» hurla-t-il. « J'attends depuis 1 heure, désolé. » Bill, répondit Brigitte, la voix calme mais ferme. « La machine est tombée en panne. Il n'y en a plus. »« Pas suffisant, » gronda-t-il en frappant du poing sur le comptoir. Jacques se raidit. Son réflexe aurait été d'appeler la sécurité de le faire expulser, mais il n'y avait pas de sécurité ici. L'homme Bill s'avança vers Brigitte menaçant. « Et » lança Jacques sans réfléchir. L'homme se retourna. Il était massif, bien plus grand que lui. « Qu'est-ce que t'as dit, le nouveau ?» Le cœur de Jacques battait à tout rompre. Il posa la louche, sortit lentement de derrière le comptoir. La salle se tut. Émilie, au fond, le regardait. « Le café est fini, » dit Jacques, d'une voix calme. « Hurler n'y changera rien. Occupe-toi de tes oignons, le bourgeois, » cracha Bill en remarquant sa chemise propre. « Qu'est-ce que t'en sais, toi ?»« Je sais, » répondit Jacques, « qu'elle n'est pas la personne
contre qui tu es en colère. Quoi, fit Bill, interloqué. Tu n'es pas en colère à cause du café, dit Jacques. Tu es en colère parce que tu es ici, parce qu'il fait froid. Tu es en colère parce que la vie ne s'est pas passée comme tu voulais, dit Jacques, calmement. Le visage de Bill se durcit. Tu ne me connais pas? Non, admit Jacques. Mais je connais la colère. Et crier sur elle n'y changera rien. Ça fait juste de toi un tyran. La salle entière retint son souffle. Bill fixa Jacques. Jacques soutint son regard sans ciller. L'homme regarda ensuite Brigitte, puis la pièce remplie de visages qui l'observaient. Finalement, avec un grognement, il donna un coup de pied dans une chaise. « Laisse tomber. » Il sortit en claquant la porte. Un soupir collectif parcourut la salle. Brigitte s'adossa au comptoir. « Eh bien, Jacques, tu as géré ça. Merci. » Marcel s'approcha en faisant rouler son fauteuil. « Pas mal le bourgeois, lança-t-il avec un léger sourire. « Pas mal du tout. » Jacques hocha simplement la tête, l'adrénaline retombant. Il retourna à son poste. Ses mains tremblaient légèrement, mais lorsqu'il reprit la louche, il aperçut Émilie. Elle se tenait près du coin des toasts et l'observait. Elle ne souriait pas. Elle le regardait simplement, le voyait lui. Et pour la première fois, Jacques Zandrier ne sentit plus le besoin de détourner les yeux. Le service du petit déjeuner s'acheva. Les derniers convives sortirent à leurs pas résonnant dans la grande salle. L'espace, autrefois vibrant, d'une tension contenue, n'était plus qu'un cliquetis de plateaux et de chaises. Le bras de Jacques était douloureux, son dos aussi. Il avait servi plus de 150 repas. On l'avait insulté, ignoré, et à un moment fugace, remercié en pleurant. « Bon !» Le nouveau lança Brigitte en tirant un sac poubelle propre. « La file est finie. Maintenant, le vrai travail commence. » Jacques regarda autour de lui. Le sol collait les tables, étaient recouvertes de taches de graisse et d'œufs. Et dans un coin, la montagne de pommes de terre l'attendait encore, monument silencieux de son échec. « T'as pas fini, » dit Marcel en roulant vers lui. Ses mots étaient rudes, mais son ton n'avait plus rien de moqueur. Ces patates ne vont pas s'éplucher toutes seules pour le déjeuner. Jacques hocha la tête. Il sentit une étrange résignation. Il ne luttait plus contre la journée, il en faisait simplement partie. Il ôta son tablier taché, le jeta dans un bac, en prit un propre et retourna à l'évier bas. Il saisit le petit éplucheur et une patate. « Tu la tiens mal, dit Marcel, en garant son fauteuil à côté de lui. « Regarde. » Il attrapa un éplucheur dans un tiroir, une patate dans le sac. « Tu essaies de la scalper. Ce n'est pas un ennemi. Regarde comme ça. » Ses mains tannées étaient rapides et précises. Il faisait glisser la lame en longs gestes réguliers, la peau tombant en un ruban continu. « Tu vois le rythme. Faut pas la combattre. Suis sa forme. » Jacques essaya d'imiter le mouvement. Gratte, tourne, gratte. C'était encore maladroit. Ses épluchures étaient épaisses, gaspillant la moitié du légume. « Tu luttes encore, » dit Marcel sans méchanceté. « T'as encore cette odeur de « c'est moi le patron sur toi ». Ou plutôt, tu l'avais jusqu'à ce que Bill débarque. Là, t'avais peur. J'avais pas peur, protesta Jacques trop vite. Des conneries, répondit Marcel sans lever les yeux. Moi, j'étais terrifié chaque fois que je sautais d'un avion en bon état. Mais tu le fais quand même. C'est ça le courage. C'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur et de faire le boulot quand même. T'as fait ton boulot aujourd'hui, Jacques. Jacques le regarda. Le vétéran n'avait plus de jambes sous les genoux. Sa casquette portait l'insigne d'une guerre dont Jacques n'avait lu que les chapitres dans les livres. Cet homme-là était un héros comme le sergent Michel Caron. Et il était ici, dans une soupe populaire, en train d'éplucher des pommes de terre.
Les sacrifices de Jacques, manquer une réunion du conseil, conduire lui-même lui parurent soudain dérisoires. « Merci », dit-il simplement. Les mots lui parurent étrangers. « Me remercie pas », répondit Marcel. « Remercie Émilie. C'est elle qui t'a amené ici. » Jacques leva les yeux. De l'autre côté de la salle, Émilie travaillait avec Brigitte, essuyant méthodiquement les longues tables pliantes. Elle ne se plaignait pas, ne se pressait pas. Elle faisait juste le travail. Il la vit s'arrêter lorsqu'un des derniers hommes à quitter la salle vêtu d'une veste fine s'approcha d'elle. Émilie l'écouta la tête légèrement penchée, puis fouilla dans son petit sac à dos. Elle en sortit une paire de chaussettes épaisses en laine et les lui tendit. L'homme les prit incrédule, comme si c'était de l'or. Ses yeux brillèrent prêts à pleurer. Il hocha la tête, murmura quelque chose et s'éloigna. Jacques resta figé. Il sentit de nouveau ce poids chaud dans sa poitrine. Cette fillette était venue ici au milieu du besoin et avait apporté sa propre forme de charité. Des chaussettes. C'était si petit. C'était tout. Il se retourna vers les pommes de terre, la gorge serrée, et se remit à l'ouvrage avec une rage tranquille. Gratte, tourne, gratte. Il ne combattait plus la patate. Il se combattait lui-même. Il combattait l'homme qui répétait des sourires dans le miroir. Ils travaillèrent des heures. Le service du midi arriva puis s'acheva. Jacques était de nouveau derrière le comptoir cette fois, à servir un ragoût chaud mais clair. Il était épuisé, courbaturé, couvert de taches. Quand la dernière assiette fut servie, ils nettoyèrent la cuisine. Jacques se retrouva à quatre pattes, en train de récurer une flaque de soupe renversée sur le sol. Il n'y pensait même plus. Il le faisait tout simplement. Il était 15 heures quand Brigitte décrocha enfin son propre tablier. « C'est bon pour aujourd'hui », annonça-t-elle. « Merci à tous. » Elle s'approcha de Jacques et à sa stupéfaction, lui fit une accolade d'un bras. « Tu nous as sauvés, Jacques, dit-elle, toi et Émilie. Si un jour tu veux un boulot, reviens. T'as le coup de main. » Il ne sut quoi répondre. Il hocha seulement la tête. Ils sortirent par la porte métallique dans la lumière froide de l'après-midi. La rue n'avait pas changé. L'homme dormait toujours sur le banc. Mais Jacques, lui, n'était plus le même. Il se sentait lavé, vidé jusqu'à l'os. Ils montèrent dans le Range Rover. Le cuir souple, le silence du véhicule. L'intérieur high-tech lui semblèrent étrangers, trop propres, trop silencieux. Il mit le contact et prit la route. Ils roulèrent 10 minutes en silence, traversant le pont, regagnant son monde. Il jeta un coup d'œil à Émilie, tournée vers la fenêtre, le visage calme. « Ces chaussettes, » dit-il d'une voix rauque. « Tu les as juste données. » « Il en avait besoin, » répondit-elle, comme si c'était la chose la plus simple du monde. Ses pieds étaient mouillés. « Où les as-tu eus? »« Je les ai achetés avec mon argent de poche. Maman et moi, on sait ce dont ils ont le plus besoin. Parfois, c'est des chaussettes. Parfois, des chauffe-mains. » Jacques serra le volant entre ses mains. Son argent de poche, son don de 5 millions d'euros, lui parut soudainement obscène. « Pourquoi des chaussettes ?» demanda-t-il la voix rauque. « Mon arrière-grand-père disait toujours « Prends soin de tes pieds, ils prendront soin de toi. » Les soldats savaient ça. Et les gens qui ont froid aussi. Jacques resta silencieux le reste du trajet. Il comprit que sa charité parlait de lui, tandis que celle d'Émilie parlait des autres. Quand ils remontèrent la longue allée menant à la propriété, le crépuscule tombait. Le manoir brillait chaque fenêtre, un carré doré parfait. Il ressemblait à un musée. Marie surgit avant même que la voiture ne s'arrête. Son visage était un masque d'angoisse. « Émilie, monsieur, est-ce que tout va bien? » Émilie sauta du véhicule et courut serrer sa mère dans ses bras. « Tout va bien, maman.
On a fait du ragoût. Et Monsieur Andrier a épluché des pommes de terre. Jacques sortit à son tour. Il regarda Marie, sa gouvernante. Il la voyait presque tous les jours depuis 6 ans, sans jamais l'avoir vraiment vue. Maintenant, il la voyait une mère seule, usée par le travail, élevant une fille d'une force de caractère extraordinaire. Une fille qui venait en silence de le sauver. « Marie, dit-il. » Elle tressaillit, persuadée qu'il allait la renvoyer. « Votre fille, reprit-il, est une personne exceptionnelle. Vous l'avez remarquablement élevée. » La bouche de Marie s'entr'ouvrit. « Et pour sa dent, continua-t-il, que votre dentiste envoie la facture directement à mon bureau, en entier. » Marie porta une main à sa bouche, les larmes montant. « Monsieur, je ne peux pas, je vous rembourserai. » « Ce n'est pas un prêt, Marie, dit Jacques. C'est une dépense en retard. » Il tourna la tête vers Émilie, qui observait la scène avec son calme habituel. « Eh bien, dit-il, la voix fatiguée, le premier vœu est accompli. »« Oui, monsieur, répondit Émilie. »« Vous l'avez fait. Vous avez été un bon aide. »« Alors c'est fini. »« Vous avez fini la journée, corrigea-t-elle, mais vous n'êtes pas fini. » Il soupira, trop épuisé pour se fâcher. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Vous avez appris à faire le travail, dit-elle, mais vous ne savez pas encore pourquoi il compte. Vous pensez toujours que les 5 millions étaient le plus important que les chaussettes. » « Évidemment, répondit Jacques exaspéré. Ces 5 millions vont construire une aile entière d'hôpital. Ils sauveront des centaines de vies. Les chaussettes, elles n'ont fait qu'avoir chaud aux pieds d'un seul homme, pour une journée. Mais vous avez vu le visage de cet homme, dit Émilie. Vous n'avez vu aucun des enfants de l'hôpital. Jacques s'arrêta net. L'air froid du soir lui fouettait le visage. Quoi l'hôpital? Celui à qui vous avez donné tout cet argent. Celui dont la nouvelle aile portera votre nom. L'hôpital pour enfants. Oui, quoi l'hôpital? Hugues, êtes-vous déjà allé? Demanda Émilie. Jacques la fixa. Bien sûr que j'y suis allé. Pour le gala pour la cérémonie de la première pierre. J'ai des photos dans mon bureau. Non, dit Émilie en secouant la tête. Ça, c'était pour les caméras. Êtes-vous déjà allé dedans? Avez-vous déjà marché dans les couloirs? Avez-vous déjà vu les enfants que vous sauvez? Il ne l'avait pas fait. Il avait des gens pour ça. Il recevait des rapports, des brochures glacées avec des enfants souriants sur la couverture. Il ne se rendait jamais sur place. Ces lieux le déprimaient. Un froid pressentiment lui tomba sur la poitrine. Il savait ce qui allait venir. Mon deuxième vœu. Monsieur Andrier, dit Émilie, sa petite voix, portant le poids d'une sentence. Demain, je veux que vous alliez à cet hôpital. Pas pour une photo. Pas pour rencontrer le directeur. Je veux que vous y alliez seul et que vous voyiez ce que vous avez acheté. Jacques contempla la maison immense et vide devant lui. Il pensa à la soupe populaire, à Marcel, à Brigitte, à la femme au bébé. Il avait survécu à leur monde. Mais l'idée d'entrer dans une aile pleine d'enfants malades le terrifiait plus que tout. « Émilie, commença-t-il la voix suppliante. « 3 vœux, monsieur, dit-elle doucement. Vous avez promis. » Elle prit la main de sa mère. Jacques resta seul dans l'allée, l'odeur de pommes de terre et d'eau de javel encore sur ses vêtements. On lui avait arraché son orgueil. Maintenant, il devait affronter son propre héritage. Et il pressentait que cette aile flambant neuve, celle qui portait son nom, était aussi creuse que lui. Le lendemain matin, lundi, Jacques Andrier se réveilla à 5 heures. Il n'appela pas son bureau. Il savait sans même vérifier que son entreprise devait être en plein chaos, son absence inexpliquée à la réunion du conseil, son silence sur la visioconférence avec Tokyo. Tout devait brûler. Il sentit une pointe glacée d'angoisse ancienne, mais elle était lointaine, étouffée sous le poids brut des émotions nouvelles du week-end. Il se leva, entra dans son dressing.
Il contempla les rangées de costumes son armure, puis le jean et le polo son uniforme. Il enfila le jean. Il descendit. Il ne se dirigea pas vers la cuisine, mais vers son bureau. Sur le bureau, sous un presse-papier en verre, il y avait une pile de photos du gala de l'hôpital pour enfants. On le voyait souriant, tenant un chèque géant. Le directeur de l'hôpital souriait, le gouverneur souriait. Tout le monde était propre, heureux, célébrant l'argent. Il balaya les photos d'un geste et claqua le tiroir. Il trouva Émilie dans la cuisine, en train de préparer son déjeuner. Marie, elle repassait son uniforme d'un geste rapide et nerveux. Les deux s'immobilisèrent à son entrée. « Bonjour, monsieur », dit Marie d'une voix tremblante. Elle craignait cet homme nouveau imprévisible. « Marie, dit-il doucement. » Émilie la fillette leva les yeux vers lui, le regard calme et assuré. « Vous êtes prêt, monsieur Andrier ?»« Oui, répondit-il. Je le suis. » Il conduisit lui-même. Pas le Range Rover, non une berline gris foncé discrète qu'il gardait pour ses rares trajets anonymes. C'était encore une voiture de luxe, mais elle ne criait plus milliardaire. Il se gara dans un parking public, non dans le lot réservé aux grands donateurs. Il paya son ticket à la borne. Il entra par la porte principale, parmi les autres familles. L'odeur le frappa tout de suite. Ce n'était pas celle du gala champagne et parfum, mais la vraie désinfectant cire, pour seule nourriture de cantine, et ce relent sucré d'antiseptique qui sentait la maladie. Son nom était sur le mur, une grande plaque de bronze à l'entrée de la nouvelle aile. Aile d'oncologie. Jacques P. Andrier. Financer l'avenir, un héritage d'espoir. Elle ressemblait à une pierre tombale. Il poussa les portes battantes. L'aile était calme. Trop calme. Les murs étaient peints de fresques colorées, lions, girafes, oiseaux exotiques, une tentative désespérée et bouleversante de créer de la joie, là où régnait la douleur. Il vit les enfants petits corps frêles, perdus dans des lits trop grands. Des perfusions se dressaient à leurs côtés comme des soldats maigres et silencieux. Il entendit le bip régulier des machines et il vit les parents. Cela, il ne s'y attendait pas. Les parents étaient là partout endormis, dans des fauteuils inclinables, trop petits, le cou tordu à des angles douloureux. Assis dans les couloirs, chuchotant dans leur téléphone, le visage creusé par une fatigue qu'il n'avait jamais connue. Il reconnut ce regard, le même vide, la même détresse muette qu'il avait vue dans la file d'attente de la soupe populaire. Le regard de ceux qui n'ont plus d'option. Son aile de 5 millions d'euros était pleine de gens sans espoir. Il descendit le couloir. Un jeune médecin, visiblement épuisé, le salua d'un signe de tête. « Je peux vous aider, monsieur. Vous êtes perdu. »« Non, répondit Jacques. Je rends visite. » Il se sentit intrus. Un touriste au cœur de la souffrance. « J'ai payé pour cette souffrance », pensa-t-il pris d'une nausée glaciale. « J'ai payé pour cet endroit propre et lumineux où des parents regardent leurs enfants s'éteindre. » Il s'arrêta devant une chambre. Un petit garçon d'environ 7 ou 8 ans était assis dans son lit, le regard tourné vers la fenêtre. Chauve la peau d'une pâleur translucide. Seul. Jacques hésita. L'envie de fuir le saisit retourner à son bureau, à ses écrans, à ses chiffres. Une femme s'approcha, 2 gobelets de café à la main. La mère de l'enfant. Elle le regarda. Ses yeux rougis, cernés, n'exprimaient ni curiosité, ni méfiance, seulement un épuisement plat, sans fond. « Vous rendez visite à quelqu'un ?» demanda-t-elle. « Non, je ne rends visite à personne. Vous êtes moins perdu, non. » J'ai contribué à la construction de cet endroit, dit-il. Je suis donateur, je voulais le voir. La femme le regarda longuement. Aucune gratitude, seulement une évaluation dure et lasse. Un donateur, fit-elle en hochant la tête vers la chambre. Eh bien voilà, c'est ici que va votre argent. Jacques regarda le petit garçon. Comment s'appelle-t-il, David?
Pourquoi est-il seul? Son père est au travail, répondit-elle, la voix éteinte. J'allais juste chercher du café. On ne peut pas être deux en permanence. L'hypothèque, elle s'en fiche qu'il soit malade. La compagnie d'électricité aussi. L'instinct familier monta réparer. Résoudre par l'argent. L'hypothèque, dit-il, en cherchant machinalement son portefeuille qu'il avait laissé chez lui. Je peux vous aider pour ça. Je peux appeler mon bureau. On peut régler ça. Le visage de la femme changea à la lassitude, disparut remplacé par une colère basse et contenue. Vous pouvez quoi? Souffla-t-elle, la voix tremblante. Écrire un chèque. Payer mon prêt. Et après, vous paierez le prochain. Vous paierez les médicaments que l'assurance a refusés ce mois-ci. L'essence pour venir ici chaque jour. Elle fit un pas vers lui, la rage servant de rempart contre les larmes. Vous resterez 12 heures à côté de lui pendant qu'il hurle parce que la chimio brûle dans ses os. Jacques recula. Il n'avait pas de réponse. Votre argent, dit-elle la voix brisée, ce ne sont que des murs. C'est un endroit pour qu'il soit malade. Ce n'est pas de l'aide. Pas la vraie. Les gens comme vous, vous achetez le droit de ne pas ressentir. Vous mettez votre nom sur un bâtiment pour ne pas avoir à y entrer. Elle avait tort, ou plutôt pas complètement raison. L'aile servait à quelque chose. Les médecins, les infirmières, la recherche, tout cela était essentiel. Mais Jacques savait au fond de lui qu'elle avait aussi raison. Il avait bâti la scène, mais refusé d'en voir la pièce. À l'intérieur, le petit garçon David se détourna de la fenêtre. Il leva vers Jacques ses grands yeux graves. « Mon jeu est cassé, dit-il, d'une voix rauque faible. » Il montra une petite console bleue posée sur la table roulante. Le chargeur, il bouge. Il ne charge plus. Voilà, pensa Jacques, un problème. Un vrai, à taille humaine. Son réflexe de milliardaire rugit. Je vais t'en acheter une autre. 10, 100, toute l'entreprise. Mais il croisa le regard de la mère, lourde attente amère, prête à voir, une fois encore, l'argent servir d'excuse. Il pensa à la soupe populaire. À Émilie. Tu n'as besoin que de temps et de tes mains. Montre-moi, dit Jacques. Il entra dans la chambre. Ce fut comme franchir une frontière. Il s'assit sur la chaise en plastique dur et prit la petite console. Ses mains, encore endolories par les épluchures, paraissaient trop grandes, trop maladroites. « Mon père, il réparait les montres », murmura Jacques, un souvenir lointain refaisant surface. C'était vrai, son père était horloger, un homme de gestes minutieux précis, qu'il avait méprisé jadis pour sa lenteur. Il examina le port. Il était desserré. La minuscule pièce de métal bougeait. Pas d'outil, juste Jacques. Il aperçut une boîte de mouchoirs sur la table. Il arracha la languette cartonnée de l'ouverture. Il la plia une fois, deux fois, trois fois, un petit cal improvisé ferme. Il redressa avec l'ongle la broche tordue du connecteur, puis inséra doucement le morceau de carton pour caler l'espace vide. Il rebrancha le câble. La petite lumière orange clignota, puis resta allumée. Les yeux de David terne jusqu'alors s'écarquillèrent. Un faible sourire fragile, mais vrai, étira ses lèvres. « Vous l'avez réparé. »« C'est juste temporaire, » dit Jacques, la voix épaisse. « Merci, » murmura l'enfant. Il reprit la console, happé par l'écran lumineux. Pendant un instant, il n'était plus un patient, mais un simple petit garçon. Jacques se releva. La mère le regardait, la main sur la bouche. La colère avait disparu, la rancune aussi. Il ne restait qu'un regard d'étonnement et de gratitude. Il n'avait pas souri depuis 3 jours, chuchota-t-elle, une larme glissant sur sa joue. Jacques Andrier. L'homme qui faisait bouger les marchés venait de réparer un jouet cassé avec un morceau de carton, et c'était la chose la plus importante qu'il ait jamais faite. Il hocha la tête, incapable de parler. Puis il sortit.
Il passa devant le poste des infirmières, longea le couloir aux fresques colorées, le cœur lourd et calme à la fois. Il sortit de l'aile et passa devant son propre nom, gravé dans le bronze. Cela ne signifiait plus rien. Le sourire du petit garçon lui signifiait tout. Il rentra au manoir. Ce n'était plus le même homme qui était parti. Il avait été vidé de l'intérieur, mais cette fois, quelque chose de nouveau commençait à remplir le vide. Il trouva Émilie dans la cuisine. Elle faisait ses devoirs exactement comme 2 soirs plus tôt. Pourtant, cela lui sembla appartenir à une autre vie. Marie était là aussi, épluchant des carottes pour le dîner. Toutes deux levèrent les yeux. Il était pâle, les yeux rouges. « Vous avez vu, dit Émilie. Ce n'était pas une question. »« J'ai vu, répondit Jacques d'une voix basse. J'ai rencontré un petit garçon. Il s'appelait David. » Il s'affaissa sur une chaise du personnel, enfouissant sa tête dans ses mains. « J'ai donné 5 millions, murmura-t-il, la voix éraillée. Et cela ne voulait rien dire. J'ai réparé son jouet avec un morceau de carton, et ça. Il ne termina pas. Il comprenait enfin. Son argent était un bouclier, un mur entre lui et le monde. Il le protégeait du besoin du réel. Il le gardait à distance. Il le gardait propre. Il le gardait vide. « Je suis prêt », dit-il en levant les yeux vers Émilie. L'arrogance avait disparu. La colère aussi. Il n'était plus qu'un homme fatigué, triste. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Le 3e vœu. Je le ferai, peu importe ce que c'est. » Émilie le regarda longuement. Elle vit le changement. Le froid dans ses yeux s'était éteint, la dureté de sa bouche s'était adoucie. « Mon premier vœu, dit-elle, c'était pour vous montrer comment faire. Mon 2e, pourquoi il fallait le faire. » Elle se leva, le visage grave. « Mon 3e vœu est le plus difficile. Je veux que vous passiez une journée entière sans argent. » Il cligna des yeux. « Comment ça? »« Comme à la soupe populaire. » « Non, ça c'était seulement pour quelques heures. Je parle d'une journée complète du matin au soir. Demain vous quitterez cette maison. Vous ne prendrez ni portefeuille, ni téléphone, ni montre. » Elle désigna ses chaussures. « Ni celle-là, ni cette voiture. »« Quoi? Et je suis censé faire quoi? » demanda Jacques abasourdi. « Vous partirez à 6 heures, comme pour la soupe populaire. Mais cette fois à pied. Vous n'aurez rien, sauf les vêtements que vous portez. » C'était l'épreuve finale. Elle ne lui retirait pas seulement son orgueil ou son anonymat, elle lui retirait son pouvoir. « Je marche. » « Oui, dit-elle simplement. Vous devrez survivre. Trouvez à manger. Trouvez votre chemin. Vous ne pourrez appeler personne, n'acheter rien, ordonner à personne. Il faudra demander aider ou simplement être. » Jacques Andrier, milliardaire, titan philanthrope, sentit une peur primitive lui saisir la poitrine. Il avait affronté un homme en colère, dans une soupe populaire. Il avait affronté une mère en deuil dans un hôpital. À présent, il devait affronter le monde sans rien. Devenir l'un de ces hommes qu'il plaignait autrefois. « D'accord, dit-il d'une voix rauque. Demain. Nous verrons si vous pouvez survivre. » Monsieur Andrier, répondit Émilie. Il baissa les yeux vers ses mains, celles qui avaient épluché des pommes de terre, celles qui avaient réparé un jouet. Demain, elle serait tout ce qu'il lui resterait. Le lendemain mardi fut le premier jour de sa nouvelle vie et le dernier de l'ancienne. Jacques Andrier se réveilla à 5 heures. Son corps le faisait souffrir, son dos endolori par la journée, à la soupe populaire son esprit par l'hôpital. Il se sentait à vif nettoyé jusqu'à l'âme. Il ne se dirigea pas vers son dressing. Il alla dans le vestiaire, près de la cuisine. Dans un coin, une vieille paire de bottes de cuir craquelées. Celle de son jardinier, dont réalisa-t-il soudain, il ne connaissait même pas le prénom. Il les enfila. Elles étaient rigides,
lourde, une pointure trop petite. Elle semblait vraie. Il remit le même jean et le même polo. C'était devenu son uniforme. À 5h50, il se tenait dans le grand hall. Il avait laissé son portefeuille sur la commode, son téléphone, sa montre, une pièce de luxe, valant plus qu'une voiture. Il n'était plus qu'un homme dans une pièce. Un bruit léger le fit lever la tête. Émilie se tenait en haut de l'escalier, en pyjama, le regard posé sur lui. Il ne dit rien, se contenta d'un hochement de tête. Un contrat silencieux. Elle hocha la tête à son tour. Il marcha jusqu'à la porte monumentale. Il l'ouvrit. L'air froid et humide de l'aube lui frappa le visage. Il sortit. Il descendit la longue allée sinueuse. Les grilles de fer forgé sensibles à son approche glissèrent en s'ouvrant. Il passa puis entendit le clic lourd de leur verrouillage derrière lui. Il était sur la route publique. Seul, il se mit à marcher. Sans but, il s'éloignait de sa maison, de sa vie. Le soleil se leva. Des voitures Porsche, Tesla, Bentley le dépassèrent à toute vitesse. Leurs conducteurs, ses voisins, les mêmes qu'il croisait au gala, ne lui jetèrent pas un regard. Il était invisible. Un homme marchant sur le bord de la route. 1 heure passa, puis 2. Le soleil montait. Il traversa un quartier inconnu. Ses pieds serrés dans les bottes du jardinier le brûlèrent déjà. Il avait soif. Il aperçut un petit parc public, une bande d'herbe avec quelques balançoires. Il s'approcha d'une fontaine. Il se pencha, but à pleine main. L'eau froide et métallique fut la meilleure chose qu'il eût jamais goûtée. Il reprit sa marche. Les banlieues disparurent, remplacées par la ville. Il passa devant de hautes tours de verre. De l'autre côté de la rue se dressait le siège du groupe Andrier, son empire de verre et d'acier. Il s'arrêta. Il le contempla, le roi banni de son propre château. Un clochard face à son nom gravé en lettres de chrome. Une panique aiguë monta. « Je ne peux pas faire ça. » Il pouvait entrer dire au vigile qu'il était être dans son bureau en 5 minutes. Boire un café, appeler ses avocats, réparer tout ça. Il leva les yeux vers la façade de verre. Son reflet lui renvoya l'image d'un homme petit d'effet, perdu devant son propre empire. Il pensa à Émilie, à David, à Marcel. Il tourna les talons et continua à marcher. Midi. La faim arriva. Pas la faim polie d'un déjeuner retardé, mais une douleur vive profonde, un nœud qui serrait l'estomac. Il traversait un quartier qu'il ne connaissait pas. Les immeubles étaient de plus bas, les rues plus sales. Il sentit l'odeur de nourriture, graisse chaude, viande grillée. C'était insoutenable. Il passa devant son propre nom, gravé dans le bronze. Cela ne signifiait plus rien. Le sourire du petit garçon lui signifiait tout. Il rentra au manoir. Ce n'était plus le même homme. Il était creux et vidé, mais pour la première fois, quelque chose de nouveau emplissait le vide. Il trouva Émilie dans la cuisine. Elle faisait ses devoirs, comme 2 soirs auparavant. Cela lui sembla appartenir à une autre vie. Marie était là aussi, épluchant des carottes pour le dîner. Toutes deux levèrent les yeux. Il était pâle, les yeux rougis. « Vous avez vu, dit Émilie. Ce n'était pas une question. »« J'ai vu, murmura Jacques. J'ai rencontré un petit garçon. Il s'appelait David. » Il s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. « J'ai donné 5 millions, dit-il d'une voix brisée. Et cela n'a rien signifié. J'ai réparé son jouet avec un morceau de carton et ça... » Il ne put achever sa phrase. Il comprenait enfin son argent n'était qu'un bouclier. Un mur entre lui et la vie. Il l'avait protégé de la réalité du besoin humain. Il l'avait gardé séparé, propre stérile et vide. « Je suis prêt, dit-il, en levant les yeux vers Émilie. L'arrogance avait disparu, la colère aussi. Il n'était plus qu'un homme fatigué. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il.
Le troisième vœu. Je le ferai. Émilie le fixa longuement. Le froid avait quitté ses yeux, la dureté sa bouche. Mon premier vœu, dit-elle, c'était pour vous apprendre à faire. Le deuxième, pour vous apprendre pourquoi. Le troisième est le plus difficile. Elle se leva grave. Je veux que vous passiez une journée entière sans argent. Sans argent. Comme à la soupe populaire. Non, pas pour quelques heures. Pour toute une journée. Demain, vous quitterez cette maison sans portefeuille, sans téléphone, sans montre. Et sans ces chaussures-là, ni cette voiture. Qu'est-ce que je suis censé faire? Partir à pied à 6 heures comme l'autre fois. Vous n'aurez rien d'autre que ce que vous portez. C'était la dernière épreuve. Elle ne lui retirait pas seulement son orgueil, mais son pouvoir. Je marche. Oui, dit-elle simplement. Vous devrez survivre, trouver de quoi manger, trouver votre chemin. Vous ne pourrez ni acheter, ni ordonner, ni fuir. Vous devrez demander aider ou simplement être. Jacques Andrier, milliardaire, titan philanthrope, sentit une peur ancienne et primitive lui serrer la poitrine. Il avait affronté la colère d'un homme dans une soupe populaire, la douleur d'une mère dans un hôpital. Désormais, il devait affronter le monde sans rien, devenir un homme parmi les hommes qu'il plaignait. « D'accord, dit-il d'une voix rauque. Demain. Nous verrons si vous pouvez survivre. » Monsieur Andrier, répondit Émilie. Le lendemain matin, mardi, Jacques Andrier se leva à 5 heures. Son dos le faisait souffrir. Ses mains étaient encore douloureuses, son esprit vidé. Il ne monta pas dans son dressing. Il alla au vestiaire près de la cuisine. Là, une vieille paire de bottes de cuir fendillait celle de son jardinier, dont il ne connaissait même pas le nom. Il les enfila, trop petites, lourdes, réelles. Il remit le même jean et le même polo. À 5h50, il se tenait dans le grand hall. Portefeuille, téléphone, montre tout resté sur la commode. Il n'était plus qu'un homme debout dans une maison trop grande. Émilie, en pyjama, l'attendait en haut de l'escalier. Ils échangèrent un signe. Un contrat silencieux. Il ouvrit la porte. L'air glacé de l'aube lui mordit le visage. Il descendit l'allée, passa les grilles, entendit le verrou se refermer derrière lui. Il était seul sur la route. Il marcha, sans but, loin de sa vie. Le soleil monta. Les voitures de luxe passaient sans le voir. Il n'était plus un nom, juste un homme qui marche. Après 2 heures, la soif le prit. Il trouva une fontaine dans un petit parc. Il but à pleines mains. L'eau froide avait un goût de métal et de vérité. Il continua. La banlieue devint la ville. Il passa devant une tour de verre, groupe Andrier son empire. Il s'arrêta. Un roi déchu devant son château. Un clochard face à son reflet. L'envie de fuir le saisit. Je ne peux pas faire ça. Mais il pensa à Émilie, à David, à Marcel. Il reprit sa marche. Vers midi, la faim devint douleur. Pas celle d'un déjeuner tardif, une vraie faim. Les rues étaient non plus sales, plus étroites. L'odeur de friture et de viande grillée flottait dans l'air. Il passa devant un petit restaurant familial, le Chêne Vert. Une pancarte en carton collée à la vitre, recherche plongeur. Se renseigner à l'intérieur. Il s'arrêta. Il pensa à la soupe populaire, aux pommes de terre. Il pouvait le faire. Il poussa la porte. Une clochette tinta. Derrière le comptoir, une femme au visage marqué de fatigue le dévisagea. « Je peux vous aider, J'ai faim, dit-il d'une voix rauque. Je n'ai pas d'argent. » Ses yeux se plissèrent. « Alors vous n'êtes pas au bon endroit. Ce n'est pas un refuge. »« J'ai vu l'annonce, balbutia-t-il. Pour la plonge. Je peux travailler pour un repas, s'il vous plaît. » Elle le détailla. Il n'avait pas l'air d'un mendiant.
Ses vêtements étaient propres, mais froissés. Ses yeux, eux, avaient de faim. Elle soupira. « Vous n'avez pas la tête de l'emploi. Je suis travailleur, dit Jacques. C'était la chose la plus vraie qu'il ait dite, depuis 30 ans. Elle haussa les épaules. Très bien. 2 heures de plonge. Après un sandwich et un café. Marché conclu. Marché conclu, dit-il. Merci. Ne me remerciez pas encore, grommela-t-elle. C'est l'enfer là derrière. Elle avait raison. C'était pire que la soupe populaire. L'eau bouillante, les casseroles incrustées de graisse. La vapeur lui brûlait le visage. Son dos criait. Ses mains écorchées rougissaient encore. Mais il continua. Il frotta, il organisa. Il était Jacques Andrier, même au fond du gouffre, il optimisait. 2 heures plus tard, chaque poêle, chaque assiette, chaque verre brillait. La petite cuisine resplendissait. La femme revint bras croisés, bouche ouverte. « Eh bien ça alors, vous êtes doué. » « Il y avait beaucoup à nettoyer, » répondit-il simplement. Elle ressortit et revint avec une assiette garnie, un sandwich chaud, à la dinde pain grillé, frites dorées, café noir fumant. « C'est pour moi, » dit-elle doucement. Pas seulement un sandwich, tout le repas. Jacques s'assit sur un tabouret près d'un sac d'oignons. Il mangea, lentement. Le pain était tendre, la viande salée, les frites croustillantes. C'était sans aucun doute le meilleur repas de sa vie. Quand il eut fini, il lava son assiette. « Merci, » dit-il à la femme. « Si un jour vous cherchez du travail, dit-elle, revenez. » Il hocha la tête et sortit. Le soleil baissait. Il était épuisé. Ses pieds saignaient dans les bottes du jardinier. Mais il marchait encore. Il n'était plus un nom. Il n'était plus qu'un homme. La nuit était noire lorsqu'il atteignit enfin les grilles de son domaine. Il était presque 10 heures. La caméra de sécurité s'alluma. Une voix sèche crépita dans le haut-parleur, propriété privée. « Partez ou j'appelle la police. » Jacques s'était trop fatigué pour se fâcher. Il leva simplement les yeux vers la caméra. « François, dit-il d'une voix éraillée. C'est moi. Jacques Andrier, laisse-moi entrer. » Un long silence. Puis, Monsieur Andrier. Les grilles s'ouvrirent. Il remonta l'allée. Le manoir brillait dans la nuit absurde et solitaire. Un monument à la solitude d'un homme. Il poussa la porte massive. Le hall faiblement éclairé par une lampe semblait immense et calme. Émilie était là, assise sur la première marche, son sac à dos à ses pieds. Elle l'attendait. Il s'arrêta devant elle. Il était sale, couvert de sueur sentant le café et la graisse. Ses pieds saignaient. Il était brisé et pourtant enfin entier. « J'avais faim, dit-il simplement. J'ai lavé des assiettes. » Émilie leva les yeux vers lui. Elle vit son visage, ses mains, et comprit. « Et c'était bon, demanda-t-elle. « C'était le meilleur, répondit-il. » Il s'assit à côté d'elle sur la marche de marbre. Un milliardaire en bottes crottées, assis auprès de la fille de sa femme de ménage. Le silence était doux. Le vide disparut. « Les vœux sont accomplis, dit-il. »« Oui, répondit-elle. Ils le sont. » Il la regarda, cet enfant étrange, lucide, implacable. « Ce que tu as fait, c'était cruel, Émilie. »« Non, dit-elle doucement. C'était une leçon. Mon arrière-grand-père disait « On ne connaît un homme qu'après avoir marché 1 mille dans ses bottes. » Jacques baissa les yeux vers les bottes fendillées à ses pieds. « J'en ai marché 10, je crois. Peut-être plus. »« Vous n'êtes plus le même homme, monsieur Andrier. »« Non, répondit-il. » Il regarda ses mains, celles qui avaient servi réparer frotter. « Je ne le suis plus. » Il savait ce qu'il devait faire. La fondation, les galas, les panneaux gravés à son nom, c'était fini. « J'ai un dernier vœu, dit-il. »« Mais je n'ai plus de vœu à donner, répondit Émilie. »« Non, dit Jacques, celui-ci est le mien. »
Il se leva, tendit la main vers elle. Demain, Marie prendra sa journée. Toi et ta mère, vous irez chez le dentiste, puis à une signature. Quelle signature? Demanda Émilie déconcertée. Je dissous la fondation Andrier, dit-il, celle qui met mon nom sur des bâtiments, et j'en crée une nouvelle plus petite. La fondation Carter, pour les chaussettes, les caries, les jouets cassés, pour les ventres vides. Il la regarda droit dans les yeux, et elle a besoin d'une directrice, quelqu'un qui sait écouter, quelqu'un qui sait ce dont les gens ont vraiment besoin. Émilie resta figée, les yeux écarquillés. « C'est beaucoup de travail », ajouta-t-il avec un sourire fatigué. « Mais je suis une bonne aide, » dit-elle. « Je peux éplucher les pommes de terre. » Pour la première fois, Émilie Carter sourit. Un sourire lumineux stable comme la petite lumière orange d'un jouet réparé. Jacques regarda le grand hall autour d'eux. Ce n'était plus un manoir. C'était enfin un foyer. C'était une prison qu'il s'était lui-même construite. « Va chercher ta mère. »« Émilie, » dit-il doucement, « nous avons beaucoup de travail. » Lui, Jacques Andrier, l'homme qui possédait tout, venait enfin de comprendre ce que signifiait avoir assez. Il n'était plus milliardaire. Il n'était plus qu'un homme Jacques. Et pour la première fois de sa vie, il n'avait plus faim du tout. 6 mois plus tard, le bâtiment ne sentait plus l'eau de Javel ni les vieilles pommes de terre. Il sentait la peinture fraîche, le bois neuf et le café fort. Sur la façade, un panneau sobre gravé en lettres claires indiquait « Fondation Carter ». À l'intérieur, le grand hall de l'ancienne soupe populaire était méconnaissable. Les tables pliantes avaient disparu, remplacées par des postes de travail, une petite bibliothèque communautaire et une cuisine claire propre, où l'on servait désormais 3 repas chauds par jour, sans poser de questions. Marcel, dans son fauteuil roulant, ne coupait plus les pommes de terre. Il gérait la logistique, dirigeant un arrivage de manteaux d'hiver neufs vers la réserve. Brigitte, le visage rajeuni de 10 ans, coordonnait tout le programme alimentaire. Jacques Andrier entra portant un grand carton. Pantalon de toile simple, chemise à carreaux bleus, manches retroussées. Il paraissait plus mince, plus vivant, plus heureux. « Bonjour, Marcel », lança-t-il en posant la boîte. « Les bottes que tu as commandées, embout d'acier isolante, parfaites pour l'équipe du chantier. » Il était temps, grommela Marcel avec un sourire. « T'es en retard, on t'attend. »« Désolé, » dit Jacques, en essuyant une tache de cambouis sur sa main. L'évier du foyer pour femme rue Neuve s'est bouché. Il a fallu déboucher la canalisation principale. Un milliardaire devenu plombier, ricana Marcel. J'aurais tout vu. Ex-milliardaire, corrigea Jacques calmement. Et meilleur plombier qu'éplucheur de patates. Il traversa la salle jusqu'à un petit bureau à l'arrière. La porte était ouverte. Émilie Carter, désormais âgée de 11 ans, était assise à un bureau trop grand pour elle, son sac d'école pendu au dossier de la chaise. Devant elle, une pile de demandes de subventions. « L'école, ça s'est bien passé » demanda Jacques s'appuyant au chambranle. « Bien » répondit-elle sans lever la tête. « La rampe d'accès de Madame Gable a été approuvée par la mairie. Les ouvriers peuvent de commencer demain. »« Parfait, j'y serai. »« Vous n'avez pas besoin d'être à tous les chantiers, Jacques. J'aime le travail, dit-il simplement. C'est propre. » Une femme entra timidement. Elle était mince, mais ses yeux autrefois rougis et creux brillaient. C'était la mère de l'hôpital. « Monsieur Jacques, » dit-elle en hochant la tête. Elle se tourna vers Émilie. « Mademoiselle Carter, je viens pour mon service de bénévolat. Je voulais vous donner ceci. » Elle tendit à Émilie une petite photo encadrée. On y voyait son fils David, debout sur un perron, les cheveux repoussants en duvet clair, brandissant sa vieille console de jeu. Il souriait. « Il est en rémission, » dit la mère d'une voix tremblante. « Il reprend l'école la semaine prochaine. Il vous appelle toujours le réparateur de jouets. Il voulait que vous ayez ça. » Émilie posa la photo sur son bureau,
juste à côté de celle de son arrière-grand-père, le sergent Michel Carter. « Merci, dit-elle doucement. Il a l'air fort. »« Nous le sommes, » répondit la mère. Elle regarda Jacques de son regard ferme et reconnaissant. « Ce que vous faites ici, ce ne sont pas que des murs, c'est tout le reste. » Elle sourit, enfila un tablier et rejoignit la cuisine. Un silence paisible suivit. Jacques regarda la photo de David. « Le manoir est vendu, dit-il. Les papiers ont été signés ce matin. »« Ça vous rend triste ?» demanda Émilie. « Non, ce n'était qu'une grande maison vide. Un endroit pour répéter des sourires. » Il balaya la salle du regard Marcel, donnant des ordres aux bénévoles, la mère servant le ragoût Émilie, parcourant une demande de subvention pour un club de robotique. « Ça, dit-il, c'est une maison. » Émilie acquiesça. Elle prit le dossier suivant. « Celui-ci est compliqué. Le budget des activités périscolaires a été coupé. Ils vont perdre leur programme de musique. Ils ont besoin d'instruments. » Jacques la regarda. Il pensa à l'homme qu'il avait été celui qui aurait passé un coup de fil, signé un chèque résolu le problème en 5 minutes, sans rien ressentir. Il sourit. « Très bien. Allons voir ce dont ils ont besoin. Je me débrouille pas mal pour réparer les choses, tu sais. » Il saisit un marteau dans une boîte à outils près de la porte. Et ensemble, ils sortirent dans la lumière froide de l'après-midi pour continuer le travail. Et c'est là que nous laisserons Jacques et Émilie au début d'une nouvelle vie. Puissiez-vous, en lisant leur histoire, avoir quitté un instant votre propre monde pour entrer dans le leur. Et si quelque part, entre 2 tâches ou une tasse de thé, vous avez ressenti, ce qu'ils ont appris, que le vrai luxe, c'est de donner de soi, alors cette histoire a trouvé son sens. Merci d'avoir été ici.